Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis heureux finalement et honoré d'introduire cette journée. Comme un certain nombre d'entre vous, je suis le régional de l'Étape. Je voudrais qu'on prenne conscience que je représente une petite entreprise qui a grandi et qui a su conserver ses racines géographiques et puis également ses racines philosophiques. Et je parle bien sûr du groupe Auchan. Alors, Osons la France, lorsqu'effectivement Aude de Thoin m'a demandé de participer au forum, en fait, j'ai pas dit oui tout de suite parce que j'ai plutôt tendance à dire non à ce type de proposition. Donc, j'ai plutôt d'abord dit non, comme d'habitude. Mais on refuse d'abord, je pense, peu de choses à Aude. Et Aude, effectivement, sortait de son cours de boxe, avait des gants de boxe. Alors, refuser quelque chose à une femme avec des gants de boxe, c'est difficile. Donc, je n'ai pas refusé, et puis j'ai pas refusé non plus parce que ce thème de Osons la France... les mots de Osons la France me conviennent bien, ils me parlent, et je trouve qu'ils résonnent bien. Et d'ailleurs, le cycle de formation des dirigeants au sein d'Auchan, ça s'appelle « Oser au service de la vision ». Et donc ce mot « oser », il est vraiment au cœur de notre philosophie d'entreprise à Auchan. Et donc transposer ça finalement à l'échelle du pays, je pense que c'est assez séduisant et comme Aude l'a dit, c'est également nécessaire. Et pourtant, quelle drôle d'idée en ce moment. Faut-il oser ? Pourquoi la France ? Faut-il oser résider en France ? Faut-il oser entreprendre en France ? Résister à l'appel de prairies plus vertes ? Moi qui ai la chance de voyager un peu, je peux vous dire que vu de Chine ou vu des États-Unis, la France apparaît comme un pays ralenti, voire figé. Tout concourt à se replier. L'environnement économique qui conduit naturellement à rechercher plus la sécurité que la prise de risque. L'image du patron dans l'opinion et chez les politiques, chez certains politiques. Faut-il entreprendre quand on voit comment sont traités les entrepreneurs ? Faut-il d'ailleurs entreprendre en France, où on a un taux de prélèvement sur les entreprises qui est supérieur de plus de 8 points à celui de l'Allemagne ? D'ailleurs, on mesure combien les entreprises françaises, finalement, sont performantes pour résister à un tel traitement. Et pourtant, nous, les entrepreneurs, nous savons que ce sont des périodes propices pour oser et faire différemment quand ce qui a marché ne fonctionne plus ou plus aussi bien qu'avant. Nous savons que c'est en prenant des risques qu'on change les choses. Et nous savons aussi que c'est par la création, l'innovation et le développement des entreprises, je parle d'entreprises autonomes, d'entreprises privées, que nos territoires s'en sortiront. Sur un plan économique global, qu'il s'agisse de notre balance des paiements ou des déficits publics, nous n'en sortirons que par la création de richesses. Avant qu'elles ne soient redistribuées et partagées, qu'elles deviennent de la ressource fiscale, les richesses doivent être d'abord créées. Il n'y a, à ma connaissance, que l'activité économique développée par l'entreprise qui puisse le faire et qui puisse ainsi payer les salaires, les impôts et la solidarité. Et en ce sens, l'entreprise privée est par nature sociale et solidaire, qui est une formulation que j'entends souvent. Je pense que l'entreprise privée répond à ces critères. Nous devons encourager l'esprit d'entreprendre et privilégier la compétitivité de nos entreprises. Pour un différentiel de coût de 5 à 10%, des activités économiques sont menacées et délocalisées, et nous perdons ainsi, le territoire français, une valeur ajoutée cumulée de 70%. Quel gâchis! Le coût du travail en France n'est certes pas la seule variable de la compétitivité de nos entreprises. Bien sûr, il y a l'innovation, il y a la dynamique entrepreneuriale. Mais quand ce coût du travail vient s'ajouter à de nombreuses rigidités dans l'organisation de l'entreprise, et notamment en matière de flexibilité et de contraintes administratives, le challenge des entrepreneurs français est immense. Ici, dans le Nord, les gens sont attachés à leurs racines. Ils ont besoin de tester leurs idées près de chez eux avant de les déployer dans le monde entier. En tous les cas, c'est ainsi que nous fonctionnons au sein du groupe Auchan. C'est parce que nous sommes solides sur notre territoire d'origine que nous pouvons prendre des risques sur de nouveaux territoires ou de nouveaux métiers. Et c'est la raison pour laquelle, sur chacun de nos territoires, et la France au global, on doit encourager la constitution d'acteurs solides dans leur métier, qui puissent déployer leurs expertises à l'échelle du territoire et ensuite dans le monde pour importer la croissance qui nous fait défaut aujourd'hui en France. Merci à tous donc par votre présence de témoigner qu'il y a dans chacun de nos territoires des gens qui ont envie d'oser. Oser, c'est n'être pas sûr de réussir, on doute.
C'est espérer avoir le plaisir de réussir ce qu'on a entrepris. Et c'est également être convaincu, et c'est vrai pour nous entrepreneurs, que c'est nécessaire, que c'est dans notre raison d'être, c'est finalement également dans la raison d'être de tout être humain d'oser. Si nous n'osons pas, nous sommes éteints pour ne pas dire plus. Pour oser en France, il faut donner envie. Oser, c'est d'abord avoir envie. Et je parle de l'envie. L'envie, ce n'est pas le péché capital. C'est l'envie de faire. Et l'envie ne vient pas seule. Elle doit être accompagnée. En général, il faut donner envie. Mettre en avant des exemples à suivre. Créer des vocations. Faciliter la route de l'impossible. Et lorsqu'on regarde autour de nous comment sont traités ceux qui ont osé, il faut vraiment avoir envie. Mais je m'égare un peu, mais je pense que je suis quand même dans le sujet d'oser, parce que finalement, Aude m'a demandé de parler de oser le capitalisme familial, donc considérez que j'ai traité le mot oser. Je ne vais pas traiter du mot capitalisme, parce que le temps m'imparti est insuffisant, puis je ne vais pas rentrer dans la dialectique, et je vais zoomer plutôt sur la dimension familiale du capitalisme. Le groupe Auchan expérimente depuis plus de 50 ans le capitalisme familial, avec des hauts et des bas. Nous avons eu des hauts et des bas, et on a eu la chance d'avoir plus de hauts que de bas, ce qui fait que, globalement, notre capitalisme familial a plutôt prospéré au cours de ces 50 années. Qu'est-ce qui fait le capitalisme familial parmi les différents types d'entreprises? Les grands groupes du CAC 40, les entreprises d'État, les entreprises plus du domaine associatif ou coopératif. Lorsqu'on évoque le capitalisme familial, on pense en général à la non-cotation. On dit une entreprise familiale, c'est une entreprise non cotée. Pourtant, il existe des entreprises familiales qui sont cotées. Cela étant, c'est vrai qu'il y a une forte corrélation entre le capitalisme familial et la non-cotation en bourse. On pense éventuellement au nom éponyme. Je pense que la famille Mullier n'aurait pas aimé si sur le haut de nos magasins, il était marqué Mullier, donc ce n'est pas non plus un bon critère. Et puis, une typologie de PME qui nous est chère en France, à la différence des grandes entreprises qui, elles, sont carnassières. Je pense que ce n'est pas non plus un bon critère. Une entreprise familiale, c'est une entreprise qui reste portée par une ou plusieurs familles qui poursuivent une vision commune qui a été enracinée dans l'ADN de l'entreprise à sa création. Une entreprise familiale, c'est une entreprise où les actionnaires restent présents après le retrait du fondateur, dans la gouvernance en tant qu'actionnaire bien sûr, mais surtout en tant que collaborateur au sein de l'entreprise pour rester au plus proche du contact client et du contact collaborateur. Et s'il y avait une chose qui devait caractériser le capitalisme familial, c'est la notion de responsabilité associée à la notion de long terme, ces deux notions étant idéalement transmises aux générations suivantes. Je ne parle pas de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui finalement est une dette de toute entreprise, que chaque entreprise doit intégrer, mais plutôt de la responsabilité de ceux qui se sentent responsables de l'entreprise. Pour assumer cette responsabilité dans le monde d'aujourd'hui, il faut en avoir les moyens. Ça signifie en général être actionnaire majoritaire. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'une entreprise qui est détenue majoritairement par la bourse ou par des fonds d'investissement qui sont finalement que des actionnaires de passage n'est que rarement un sujet de concern au sens anglo-saxon du terme ou un sujet de préoccupation pour quelqu'un, mais plus l'entreprise devient plus un objet par lequel l'actionnaire finalement poursuit un autre dessein que la réalisation du projet de l'entreprise. Cette responsabilité assumée dans la durée vis-à-vis de l'entreprise explique que dans la plupart des cas, le capitalisme familial privilégie le réinvestissement des cash flows par rapport au versement de dividendes. Et elle explique également en général que le bilan des entreprises familiales soit moins lourd en dette. Je voudrais rappeler que toute entreprise commence petite. Toute entreprise commence dans l'esprit de son créateur, et donc ça n'est jamais une grande entreprise. Et elle commence à partir de l'ambition de son créateur. Donc fondamentalement, toute entreprise, à quelques exceptions, des entreprises d'État, est d'abord familiale au départ. Et d'ailleurs, 85% des entreprises de l'OCDE sont des entreprises familiales. Puis le cercle familial s'élargit. Le fondateur se prend du recul, et si on n'y prend pas garde, le lien avec l'entreprise risque de se distendre, et l'entreprise peut devenir finalement pour ses actionnaires plus un patrimoine qu'un projet. Il devient alors aisé de céder à la tentation de l'arbitrage. L'entreprise périclite ou est vendue.
et on quitte alors le domaine de l'économie entrepreneuriale pour rentrer dans le monde de la finance. Des études, peu nombreuses d'ailleurs, et un nombre de politiques également, rappellent de temps en temps les vertus du capitalisme familial. La pérennité, la prudence, l'orientation long terme, le climat social, la proximité avec les collaborateurs. C'est certes un modèle à suivre. La France adore les pionniers, les inventeurs, les PME, maintenant les TPE. Quand une TPE devient PME, quand une PME devient une ETI, alors même qu'on envie le tissu économique allemand, le modèle devient moins enviable, ça devient moins bien. Paradoxalement, finalement, si je voulais résumer, on aime bien l'entreprise familiale pour ce qu'elle promet et on cesse de la soutenir lorsqu'elle délivre à grande échelle ce qu'on attend d'elle. J'ai la conviction, pour ce qui me concerne, que le capitalisme familial peut aussi remplir sa mission à grande échelle et que le parcours que je viens de décrire n'est pas inéluctable. Il faut relever pour cela quelques challenges qui sont bien connus. D'abord, assurer la transition managériale après le fondateur. Ensuite, financer la croissance tout en maintenant le contrôle du capital. Et enfin, et non des moindres, gérer le coût de portage fiscal de la propriété et de la transmission aux générations suivantes. L'impôt sur la fortune et l'impôt sur les successions. Sur une période de 30 ans, une entreprise familiale qui souhaite le rester doit prélever sur ses capacités d'investissement l'équivalent de sa valeur afin de la conserver et de la transmettre aux générations suivantes. Et donc, je voulais partager avec vous quelques bonnes pratiques qui, selon moi, permettent d'accompagner le développement et la croissance durable des entreprises familiales. Première bonne pratique, il y en a 6. Développer et formaliser une vision, un projet d'entreprise qui fédère à l'interne avec les actionnaires et qui donne le cap. C'est cette vision alimentée par des débats et des échanges au sein des actionnaires qui permet de partager avec le management de l'entreprise une feuille de route claire, stable, motivante et met l'entreprise à l'abri des divergences éventuelles entre actionnaires. Deuxième clé de succès, investir sur les hommes, les associer au projet de l'entreprise, les faire progresser avec l'entreprise et partager la valeur ajoutée équitablement. En ce sens, la mise en œuvre de l'actionnariat des salariés, qui est une politique qui nous est chère et que nous développons dans nos entreprises, permet de renforcer encore la communauté d'intérêt entre toutes les parties prenantes. Et cette communauté d'intérêt, ce partage, c'est à la fois une question d'équité et pas seulement de motivation des collaborateurs. Troisième registre, distinguer la propriété et l'opérationnel. La propriété donne le pouvoir, mais génère des devoirs qui se traduisent, je l'ai dit, par la nécessité de s'impliquer. On appelle ça chez nous l'affectio societatis. Et ça conduit également à distinguer le droit au fauteuil de la nécessaire implication des actionnaires familiaux au sein de l'entreprise sur le terrain. Quatrième recette, développer pour le long terme et pas pour des coûts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'audace, tester de nouveaux marchés, mais se concentrer essentiellement sur le long terme. Et lorsqu'il y a des doutes, se dire qu'il vaut mieux privilégier l'intérêt de l'entreprise sur l'intérêt des actionnaires, parce que finalement, sur le long terme, l'intérêt des actionnaires rejoint l'intérêt de l'entreprise. Cinquième point, maintenir une prudence financière qui permet l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis des banques, l'indépendance vis-à-vis des marchés et la pérennité. Et sixième point, bien sûr, une attitude de bon sens et d'ouverture à ce qui se passe dans le monde, afin de ne pas se laisser enfermer par des convictions. Et dans les entreprises familiales, il y a beaucoup de convictions. Et le risque que nous vivons, c'est de voir ces convictions ou ces recettes du succès se muer en dogmes qui ne correspondent plus à la réalité d'un monde qui bouge. Donc rester ouvert et de bon sens. Et puis, il y a bien sûr un dernier critère de la pérennité des entreprises familiales qui est la performance économique, sans laquelle on ne bâtit pas de pérennité durable. Et peut-être est justement l'alignement de tous ces objectifs autour de la responsabilité de l'actionnaire qui renforce la capacité de l'entreprise familiale à délivrer dans la durée ses performances. C'est en tout cas ce que je crois profondément et que je voulais partager avec vous en ouverture de cette journée Osons la France. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à oser chacun dans vos entreprises ces quelques recettes.
Merci beaucoup, Monsieur Mullier. Merci pour votre expertise et vos conseils. J'ai tout noté.